Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle analyse approfondie. Pendant des mois, le narratif dominant sur la scène internationale affirmait de manière quasi unanime que l'Algérie traversait une phase d'isolement diplomatique. Ouais, une sorte de zone silencieuse sur la carte des grandes tractations mondiales, quoi. Exactement. Et puis, en l'espace de 60 jours à peine, la situation a basculé d'une manière franchement vertigineuse. C'est le mot, oui. En 2 mois, c'est juste hallucinant. Ah oui, la capitale a accueilli la première ministre italienne, le chef de la diplomatie espagnole, un sous-secrétaire d'État américain, plusieurs chefs d'État africains et même le pape François. Tout ça en envoyant sa propre présidence sceller des accords majeurs en Turquie, faut pas l'oublier. Mais oui, c'est fou, hein. Comment un État soi-disant en marge s'est-il soudainement transformé en l'un des centres de gravité géopolitique les plus courtisés de la planète? C'est la mission de notre plongée dans les sources aujourd'hui. Absolument. Bon, analysons tout ça. On ne va pas juste lister un calendrier de visites, hein. On va vraiment décortiquer l'importance de ces visites internationales pour comprendre comment elles renforcent les partenariats économiques et politiques du pays. C'est ça. Et pour comprendre ce basculement, il faut d'abord écarter l'idée d'une simple coïncidence ou, je sais pas, d'un alignement hasardeux des agendas politiques. Ce que révèlent les documents que nous avons rassemblés, c'est vraiment une architecture délibérée. Tu veux dire que c'était calculé depuis le début? Ah, totalement. On n'attire pas simultanément les puissances européennes, les États-Unis et le Vatican, sans avoir, au préalable, construit un levier d'influence massif. Le récit de l'isolement, c'était probablement une lecture hyper superficielle de la part de certains observateurs. Ils ne regardaient pas au bon endroit, en fait. Exactement. Pendant que beaucoup scrutaient les relations avec le Nord, l'État algérien consolidait méthodiquement son propre continent, son statut régional, quoi. Et c'est justement là que je veux qu'on s'arrête en premier. Parce que avant même de voir défiler les délégations occidentales, la chronologie de nos sources montre une concentration intense sur l'ancrage continental africain. Ouais, la base de tout. On voit le président de l'Angola, Joao Lourenço, faire le déplacement pour discuter d'énergie et de mines. Et presque en même temps, les présidents du Tchad, Mahamat Idriss Déby, et du Niger, Abdourahmane Tiani, sont reçus. C'est une séquence très, très chargée. J'essaie de visualiser la stratégie globale ici. C'est un peu comme la construction des fondations d'un bâtiment antisismique, tu vois. Ah, j'aime bien l'image. En fait, en renforçant les partenariats économiques, surtout énergétiques avec l'Angola, et le dialogue avec ses voisins immédiats, comme le Tchad et le Niger, l'Algérie s'assure une base ultra solide. Est-ce que cette concentration sur l'Afrique, c'est la clé de voûte qui permet ensuite d'attirer l'attention du reste du monde? Sans aucun doute, ton analogie du bâtiment antisismique, elle illustre parfaitement la mécanique en jeu. Commençons par l'Angola, si tu veux bien. Vas-y, je t'écoute. On parle de deux géants énergétiques du continent africain. Quand l'Algérie et l'Angola décident de synchroniser leur stratégie dans les hydrocarbures, et fait crucial dans le secteur minier, il ne s'agit pas d'un simple accord d'import-export. Attends, donc c'est plus profond que de simples échanges commerciaux? Ah oui, complètement. Il crée un véritable bloc de négociation. L'Afrique cherche de plus en plus à structurer son développement économique de l'intérieur en gardant la valeur ajoutée sur le continent. D'accord, je vois. En s'alliant à l'Angola, l'Algérie renforce une diplomatie sud-sud. Et ça lui donne un poids politique et économique colossal lorsqu'il s'agira ensuite de fixer les prix ou de négocier des transferts de technologie avec l'Europe ou l'Asie. Ouais, donc ça booste directement son statut mondial. Mais le Tchad et le Niger, c'est une toute autre dynamique, non? On ne parle pas de géants pétroliers avec un poids de négociation mondial ici. Non, c'est vrai. Là, on est sur un autre terrain. On parle de pays frontaliers dans la région du Sahel, une zone qui a connu d'immenses bouleversements sécuritaires et politiques récemment. Comment ces visites-là s'intègrent dans cette idée de fondation solide? Elles en sont le bouclier indispensable. L'influence économique ne vaut pas absolument rien sans la sécurité territoriale. Le Sahel, c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Donc c'est vital pour eux. Complètement. Si les frontières sud sont instables, si les routes commerciales sont menacées par des acteurs non étatiques, aucun investisseur international majeur ne s'engagera à long terme. Ah oui, c'est logique. L'argent a besoin de sécurité. C'est la règle de base. En recevant les dirigeants tchadiens et nigériens, l'objectif est d'établir une architecture de sécurité régionale, gérée par les acteurs régionaux eux-mêmes. Cela implique des coordinations en matière de renseignement, de gestion des frontières, de partenariats politiques forts.
Donc, en d'autres termes, l'Algérie prouve qu'elle est le garant de la stabilité dans son propre voisinage. Elle verrouille la porte sud, quoi. Précisément. Et c'est cette double validation, la puissance économique consolidée avec des partenaires comme l'Angola d'un côté et le rôle de stabilisateur sécuritaire assumé avec le Tchad et le Niger de l'autre, qui génère le capital politique nécessaire. C'est un combo gagnant, en fait. Exactement. Une fois que l'on contrôle les ressources énergétiques et que l'on garantit la sécurité des routes qui permettent de les acheminer, on devient de facto un interlocuteur incontournable pour le reste du monde. Ce qui nous fait basculer de manière très logique vers la deuxième phase de cette chronologie de 60 jours. Le fameux balai occidental. Oui, voici où cela devient vraiment intéressant. Une fois que cette base continentale est sécurisée, on voit un véritable débarquement diplomatique. En quelques semaines, on voit arriver la première ministre italienne, Giorgia Meloni, Ouais, un déplacement majeur. puis le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, et enfin le sous-secrétaire d'État américain, Christopher Landau. Tout ça en un temps record. Quand on voit l'Italie, l'Espagne et les États-Unis faire le déplacement si vite, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la preuve mathématique que le narratif de l'État isolé était complètement déconnecté de la réalité du terrain ? Ah, mais c'est une évidence. Ce qui est fascinant ici, c'est l'urgence dictée par la réorganisation brutale de la carte énergétique mondiale. Prenons le cas de l'Italie. D'accord ? Giorgia Meloni ne s'est pas déplacée pour une simple visite de courtoisie protocolaire. L'Europe, confrontée à la nécessité vitale de diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz pour s'éloigner de ses dépendances historiques à l'Est, a dû trouver des alternatives fiables et immédiates. Et l'Algérie était la solution évidente. L'Italie a stratégiquement décidé de se positionner comme le hub gazier de l'Europe du Sud. Et pour faire ça, elle a besoin d'un partenaire producteur capable non seulement de fournir le volume, mais surtout d'investir dans l'infrastructure, comme les gazoducs transméditerranéens. Donc l'Italie vient chercher la garantie que le robinet restera ouvert en scellant un partenariat économique massif. C'est tout à fait ça. Mais attends, pour l'Espagne, les relations avaient connu de fortes turbulences récemment si je me fie au contexte historique mentionné dans nos documents. Le déplacement du ministre Alvarez semble indiquer une volonté de recoller les morceaux très très rapidement. Tu sais, le pragmatisme économique et sécuritaire finit toujours par primer sur les frictions diplomatiques temporaires. L'Espagne a des besoins énergétiques cruciaux, tout comme l'Italie. L'hiver approche toujours, comme on dit. Voilà. Mais au-delà de l'énergie, il y a la question politique du contrôle des flux migratoires en Méditerranée occidentale et de la lutte contre les réseaux de passeurs. On ne peut pas gérer ces questions de manière unilatérale depuis Madrid. Donc ils ont besoin d'une alliance politique de l'autre côté de la mer. La visite espagnole est une reconnaissance de fait que l'architecture sécuritaire méditerranéenne est bancale sans une coopération étroite avec l'État algérien. Ils sont venus réactiver un partenariat stratégique vital parce que la réalité du terrain l'exigeait, tout simplement. Ok, je comprends bien l'enjeu pour l'Europe, le gaz et les frontières maritimes. C'est très clair. Mais alors, qu'est-ce qui amène les États-Unis ? Ah, ça c'est la dimension mondiale. La présence de Christopher Landau, sous-secrétaire d'État, ajoute une couche géopolitique vraiment différente. Les États-Unis ne dépendent pas du gaz algérien pour chauffer leur maison, que je sache. Quel est le calcul américain dans ce balai diplomatique ? Le calcul américain se situe sur un tout autre échiquier, celui de l'endiguement global et de la stabilité de l'Afrique du Nord et du Sahel. On en revient à la sécurité du Sahel, donc. Tout à fait. Washington observe très attentivement les bouleversements au Sahel, où d'anciennes puissances coloniales perdent de l'influence et où de nouveaux acteurs, étatiques ou paramilitaires, tentent de s'implanter. Il cherche à combler un vide. Il cherche surtout des ancrages de stabilité, des puissances régionales capables d'agir comme des pivots sécuritaires autonomes. En envoyant un haut représentant, Washington valide le rôle de l'Algérie comme acteur majeur du maintien de l'équilibre régional. C'est une reconnaissance diplomatique directe de son statut mondial. D'accord, je saisis parfaitement la logique. L'énergie, la gestion des frontières maritimes et la géopolitique américaine dans le Sahel. Tout cela forme un tableau extrêmement cohérent basé sur des partenariats économiques et la sécurité militaire. C'est un maillage très serré, oui. Mais il y a un événement dans nos documents qui me perturbe un peu, je t'avoue. C'est l'apparition du pape François au milieu de cette séquence frénétique. Ah, la touche finale. C'est ça. On passe des hydrocarbures avec l'Angola, à la sécurité militaire au Tchad, au gazoduc italien, et soudainement, bam, on accueille le chef de l'Église catholique. Honnêtement, cela ressemble presque à un corps étranger dans cette équation géopolitique.
c'est vrai que ça détonne sur le papier. Est-ce que ce n'est pas juste une question d'image sans réel impact stratégique sur leur place dans le monde? C'est une réaction très naturelle face à une diplomatie de cette nature, parce qu'on a tendance à séparer strictement le matériel du symbolique. Mais dans la grammaire des relations internationales modernes, le symbolique, c'est un outil de pouvoir redoutable. C'est ce que l'on nomme le soft power. La puissance douce. Exactement, la visite du pape n'est absolument pas déconnectée des pipelines ou de la sécurité, elle en est le bouclier culturel. Un bouclier culturel. Mais attends, comment un événement protocolaire, aussi important soit-il, protège-t-il des accords gaziers ou des alliances militaires? Pense à l'image qu'un État doit projeter pour rassurer les marchés internationaux et les opinions publiques des démocraties occidentales avec lesquelles il signe ces fameux contrats majeurs. Ah, l'opinion publique. C'est vrai que ça compte. Accueillir le souverain pontife dans une région souvent perçue, à tort ou à raison, à travers le prisme exclusif des tensions sécuritaires, ça envoie un message d'ouverture, de tolérance et de stabilité institutionnelle profonde. Ça change complètement le narratif. C'est le but. L'Europe et les États-Unis ont besoin de partenaires qui ne sont pas seulement militairement forts, mais qui sont aussi culturellement stables et ouverts au dialogue interreligieux. Le Vatican possède l'un des réseaux diplomatiques les plus anciens et les plus influents au monde. Donc ce n'est pas qu'une simple photo de presse. Non, une visite papale confère un vrai saut de légitimité internationale. Ça neutralise instantanément les discours qui tenteraient de dépeindre le pays comme fermé ou instable. C'est un facilitateur d'affaires exceptionnel. Waouh! Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Comment ces extrêmes, le soft power du pape et le hard power des contrats gaziers, complètent-ils le portrait de cette nouvelle ère diplomatique? Si nous relions cela à l'image globale, pendant que les contrats gaziers fournissent le muscle de l'économie, la diplomatie vaticane fournit la respectabilité institutionnelle qui rend ces partenariats inattaquables politiquement dans les pays partenaires. C'est une utilisation du soft power pour bétonner leur hard power, en fait. C'est exactement ça. Et cela nous amène au dernier grand mouvement de cette symphonie diplomatique que nos sources mettent en lumière. Oui, le voyage en Turquie, juste après avoir accueilli la planète entière à domicile, le président algérien Abdelmadjid Tebboune monte dans un avion pour une visite officielle en Turquie à l'invitation de Recep Tayyip Erdogan. Le passage à l'offensive, d'une certaine manière. Et là, d'après les rapports, on ne parle pas de visite de courtoisie. On parle d'accords stratégiques, lourds, de véritables partenariats économiques et industriels. Pourquoi la Turquie et pourquoi à ce moment précis? Parce que la Turquie est l'autre puissance pivot majeure de la région méditerranéenne et moyen-orientale. Faisons le bilan des 60 jours. Ok, je te suis. L'Algérie a sécurisé son flanc sud en Afrique. Elle a verrouillé ses accords économiques et politiques avec l'Europe et les États-Unis à l'ouest. Elle s'est dotée du bouclier symbolique avec le pape. Il restait à consolider son flanc oriental et méditerranéen. La pièce manquante du puzzle. Voilà. La Turquie est incontournable en Libye, elle possède une industrie de défense en pleine expansion et c'est un acteur économique redoutable. Donc on est loin d'une simple relation client-fournisseur. C'est une alliance entre deux poids lourds de la région pour asseoir un statut régional incontestable. Totalement. Ce déplacement en Turquie marque le passage de la diplomatie de réception à la diplomatie de projection. L'Algérie ne se contente plus de recevoir des délégations venant chercher des ressources ou de la sécurité. Elle sort de ses frontières pour s'imposer. Elle se projette au-delà de son espace géographique immédiat pour sceller des partenariats industriels, technologiques et militaires. La signature d'accords majeurs à Ankara signifie que les deux pays ont décidé de coordonner leurs influences respectives. C'est un peu l'aboutissement de toute cette séquence, non? La boucle est bouclée, oui. Le pays a démontré sa capacité à utiliser toute la palette des outils diplomatiques. L'énergie, la sécurité des frontières, le soft power culturel et l'alliance stratégique lointaine. L'ampleur de cette manœuvre est vraiment impressionnante quand on la déconstruit étape par étape comme ça. Si l'on prend un peu de recul sur tout ce que l'on vient de parcourir, pour ceux qui nous écoutent, la dynamique est implacable. Elle est méthodique. Tout commence par la création de cette fondation continentale solide, des partenariats économiques forts avec l'Angola et des alliances politiques et sécuritaires avec le Tchad et le Niger. Le fameux bâtiment antisismique. Exactement. Une fois cette base établie, elle devient l'aimant qui attire les puissances occidentales. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis, tous sont forcés par la crise énergétique mondiale et les bouleversements géopolitiques de venir chercher des solutions fiables. Ce qui prouve bien leur nouveau statut mondial. Et pour couronner le tout, on déploie simultanément l'image de la tolérance avec le pape, tout en s'envolant pour Ankara afin de bâtir une architecture militaire et industrielle avec la Turquie. C'est brillant.
Cette séquence de 60 jours invalide définitivement toute notion d'isolement. Elle illustre au contraire la mécanique d'une politique étrangère très proactive. L'énergie, la diplomatie d'influence, la lutte sécuritaire et l'industrie lourde ont été mobilisées de manière totalement synchronisée. Mais alors, pourquoi ceux qui nous écoutent devraient-ils s'en soucier? Pourquoi c'est si important de décortiquer ces notes diplomatiques? Parce que les poignées de main et les signatures que nous avons analysées aujourd'hui ne sont pas de simples formalités pour les journaux télévisés. Elles écrivent textuellement l'économie et la sécurité des 20 prochaines années. C'est vrai, ça a un impact direct sur le futur. Comprendre la visite du ministre espagnol ou du président angolais aujourd'hui, c'est comprendre par où transiteront les richesses et où se situeront les lignes de défense demain. Ne pas analyser ces signaux, c'est vraiment choisir l'aveuglement face à la refonte totale des rapports de force mondiaux. La diplomatie d'aujourd'hui, c'est l'économie de demain. Le radar mondial que certains disaient éteint est en réalité devenu le centre de contrôle d'une nouvelle réalité géopolitique. Le narratif a été retourné de manière spectaculaire et le statut régional et mondial du pays est désormais incontestable. Les accords sont signés, les alliances sont redéfinies. Le plus dur a été fait sur le papier. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une pensée provocatrice que je souhaite laisser résonner auprès de notre audience. Si l'Algérie a pu inverser complètement le narratif de son isolement et s'imposer comme un pivot stratégique incontournable en l'espace de quelques semaines seulement, grâce à cette impressionnante série de partenariats économiques et politiques, Oui. que se passera-t-il lorsque cette influence deviendra pleinement physique? Quand les nouvelles routes commerciales transsahariennes seront opérationnelles, quand les gazoducs tourneront à plein régime et que les usines de défense avec la Turquie commenceront à produire leurs résultats concrets, comment les autres puissances historiques qui avaient l'habitude de dicter les règles dans cette région vont-elles réagir face à l'émergence définitive de ce nouveau centre de gravité? C'est le prochain chapitre de cette histoire passionnante. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle analyse.